Salut l'équipe, tout simplement parce que j'ai oublié de rapprocher le micro de ma bouche, le son de cette vidéo n'est pas optimal et je n'ai pas réussi à le traiter comme il faut. Ça reste tout de même très écoutable, je suis désolé pour le désagrément, ce sera mieux dès la prochaine vidéo. Salut l'équipe, lundi, sur le canal Instagram, alors que je vous avais proposé 6 sujets différents, vous n'avez pas fait de sentiment. Avec quasiment 2 fois plus de votes que pour le sujet qui est arrivé à la 2e place, première fois qu'il y a un tel écart, vous avez décidé que l'on parle de Rudy Gobert, en mode coast to coast. Et aujourd'hui, il faut savoir que le grand Rudy, on ne va parler que de sa défense, sa spécialité. Devenu l'une des références dans le domaine en NBA au 21e siècle, le français a déjà un gros palmarès à son compteur. Sauf que ok, Rudy c'est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur de la NBA de ces 10 dernières années, mais à l'échelle de toute l'histoire de la Grande Ligue, dans quel range se situe-t-il? Eh bien c'est justement ce que nous allons étudier aujourd'hui. Comment se classe Rudy Gobert parmi les meilleurs défenseurs all-time en NBA? L'adage, on le connaît tous, l'attaque vend des tickets, mais c'est la défense qui permet de gagner des matchs et des titres. Et il est vrai que dans l'histoire, ça ne se vérifie pas tout le temps, mais quand même bien souvent. Quasiment chaque année en NBA, les équipes qui remportent le trophée sont élites défensivement, ou pas loin. Pourtant, la défense, j'ai l'impression, est souvent sous-cotée. Peut-être parce que parfois, on lui attribue un côté assez facile. Des fois, on dirait que pour le grand public, il suffit d'avoir de l'envie et de l'endurance pour eux seuls et être performants dans le domaine. Comme si pour défendre, il n'y avait pas besoin de talent, il suffisait d'être mort de faim. Et le truc, c'est que ça, c'est un facteur qui joue, c'est réel, mais ça ne peut pas suffire. Trae Young, vous pouvez lui donner le mental et l'attitude de Draymond Green sur le terrain, peut-être que ça le fera progresser, mais jamais de la vie il ne deviendra un expert, trop de limites physiques pour ça. Et puis sans parler de ce genre d'outils qui, évidemment, sont essentiels, le QI basket est primordial lui aussi. Il faut savoir se placer, anticiper, lire le jeu, ne pas se faire avoir par les feintes, respecter les timings, mettre des coups, en prendre, et parfois sacrifier son corps. Et le truc, c'est qu'on va le voir après, tout le monde n'a pas le même boulot en défense, tout le monde n'a pas le même rôle, tout le monde agit différemment. Bien plus que l'attaque, la défense est un effort collectif où chacun possède un rôle qui lui appartient et que même un joueur comme James Harden devra respecter. Ça ne va clairement pas m'arranger pour comparer les meilleurs défenseurs de l'histoire, croyez-moi. Surtout que c'est injuste pour certains, car depuis son poste et son rôle, un défenseur comme Ben Wallace par exemple, en tant que dernier rempart en plus, aura de fait plus d'impact qu'un joueur comme Marcus Smart. Grâce à leur taille et leur longueur, les intérieurs possèdent des outils qui, de base, leur permettent d'être de meilleurs défenseurs que les arrières. Et puis faut se rendre compte que dans quasiment tous les sports collectifs, ça fonctionne comme ça. C'est bien souvent le dernier rideau que l'on glorifie le plus pour l'impact défensif. Celui dont on va se rappeler, c'est le gardien ou le défenseur qui va faire l'arrêt ou le tag décisif, ou encore le pivot qui protégera son cercle en dernier recours. Un intérieur pourra contrer n'importe quel joueur sous son cercle, quel que soit son profil, tandis qu'un arrière aura bien du mal à être efficace sur un big man. C'est injuste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi, dans le basket et en NBA, les intérieurs sont souvent priorisés lorsque l'on parle de défense, et le passé nous l'a montré à plusieurs reprises. Dans l'histoire, sur 41 défenseurs de l'année, 25 sont des pivots. Le bilan est flagrant, et on le voit, les intérieurs, et notamment les pivots, sont priorisés la plupart du temps. Dans ma façon de voir les choses donc, et de comparer les joueurs, ça me semble assez logique. Ils partiront avec une longueur d'avance. Souvent, on privilégiera les gros contreurs et les gros rebondeurs aux arrières pot de colle et intercepteurs. C'est le jeu. Ces secteurs, on le sait, sont bien souvent dédiés aux intérieurs, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler de Rudy Gobert, qui justement évolue au poste 5 en NBA. Déjà un vrai avantage. De plus, avec 3 trophées de meilleur défenseur, une saison en tant que meilleur contreur de la ligue, mais aussi 6 sélections en NBA All Defensive First Team, il est tout simplement le joueur actif le plus décoré de ce côté-là du terrain. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il est le meilleur défenseur NBA à l'heure actuelle? Peut-être pas, mais il possède déjà de très beaux arguments. Mais c'est là encore qu'on va se heurter à un problème. Comparer Rudy Gobert au défenseur actuel, c'est faisable, même si les différences de profil et de poste vont nous complexifier la tâche. Sauf que la défense, même pour les pivots, a évolué avec le temps, et de plus en plus, même à eux, on leur demande d'être polyvalents et de switcher sur tous les postes. Ce n'était pas le cas avant. Les pivots, on leur demandait de protéger la peinture, rien d'autre. Est-ce que ça voudrait dire que les intérieurs d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux qui évoluaient à l'époque? Peut-être oui, parce qu'ils sont plus polyvalents, ce serait logique. Sauf qu'en contrepartie, on l'a dit, les contres sont une composante essentielle lorsque l'on veut évaluer le niveau défensif d'un intérieur. Dans ce domaine, des joueurs comme Mark Eaton ont battu des records, avec des saisons à plus de 5 blocs de moyenne par match. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont des meilleurs contreurs que ceux d'aujourd'hui? Pas sûr ça non plus. Dans les années 80, les joueurs NBA étaient plus petits, moins athlétiques, et possédaient bien moins de moves que les joueurs
joueurs NBA à l'heure actuelle. Pour les grands, il était donc bien plus facile de les contrer, c'est une réalité, et du coup les chiffres ne veulent plus dire grand chose époque après époque. Ça encore, vous vous en rendez compte, ça ne va pas nous aider pour comparer les joueurs. Le sport, grâce à la science, mais aussi grâce aux moyens qui sont mis en place, ou aux avancées technologiques, est en constante évolution, et les athlètes ne cessent de progresser. On est loin de l'époque où les NBAers voyageaient en bus, jouaient en Converse, et où les équipes n'avaient pas de staff médical. Oui, les sportifs d'aujourd'hui sont des sportifs plus accomplis, plus complets, plus athlétiques, et de fait font face à une adversité plus relevée que ceux d'il y a 30 ou 40 ans. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour démontrer ça. Du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant de réfléchir à qui est le meilleur défenseur de l'histoire en termes de niveau intrinsèque? Eh bien pas vraiment, ou en tout cas je ne trouve pas, parce que vu que le sport est en constante évolution, on parlerait essentiellement de joueurs d'aujourd'hui, si c'était le cas. Non, ce qui est intéressant quand on fait un classement all-time, c'est de comparer l'impact qu'un tel a eu à son époque par rapport à l'impact qu'un autre a eu à la sienne d'époque. Si on regarde que le niveau intrinsèque, bien sûr qu'un Trae Young de 2024 est bien meilleur qu'un Bob Cousy de 1960, mais il y en a un qui a bien plus marqué son époque que l'autre, et il joue pas à Atlanta. Voilà pourquoi, dans mon classement all-time, Bob Cousy est devant Trae Young sans aucune discussion possible. Et puis c'est pareil, comment faire? Des mecs comme Bill Russell, dont on va parler après, qui là va venir me dire qu'il les a vus jouer? Les images d'époque sont très rares, donc comment va-t-on faire pour le juger? Les stats, ça ne me suffit pas. Du coup, pas le choix, on va s'appuyer sur les témoignages de l'époque pour essayer d'évaluer le niveau de ces joueurs-là. Et le truc, c'est que ces témoignages, chacun les interprétera comme il veut, ce qui ajoute encore une immense part de subjectivité à un classement qui par essence est déjà subjectif. Bref, je m'éparpille, mais j'aime bien ce débat là, l'idée de parler du GOAT, le greatest of all time, et du BOAT, le best of all time, et dans tous les sports, ce n'est pas forcément le même joueur. Tout ça pour dire que pour trouver la place de Rudy dans le classement des meilleurs défenseurs de l'histoire, il faudra à chaque fois remettre les choses dans leur contexte, et les joueurs dans leur époque. Si Dikembe Mutombo était moins mobile que Gobert, j'en aurais rien à faire. Personne ne demandait à Mutombo de sortir sur des meneurs, et si Mutombo mettait plus de contres que Gobert, bah j'en aurais rien à faire non plus. Par contre, les années où Mutombo et Gobert ont fini meilleurs défenseurs de la ligue, meilleurs contreurs de la ligue, ou encore meilleurs rebondeurs de la ligue, elles vont m'intéresser. Ouais, parce que petit détail, hein, mais les rebonds, en tout cas pour moi, ça compte fort lorsqu'on évalue l'impact défensif d'un joueur. Mis à part sur balle perdue, 100% des défenses se terminent par un rebond défensif. Tant que tu ne l'as pas pris, tu continues à subir. Voilà pourquoi pour moi c'est une composante essentielle de la défense. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons supplémentaires qui fait que les big men dominent largement dans le classement de ceux qui ont remporté le plus souvent le trophée de défenseur de l'année en NBA. Sauf que s'il suffisait de comptabiliser les trophées de meilleurs défenseurs, de meilleurs contreurs, de meilleurs rebondeurs et de meilleurs intercepteurs, le classement des meilleurs défenseurs de l'histoire, il nous faudrait 5 minutes pour le faire. Évidemment que comme partout, les statistiques, les distinctions individuelles et les récompenses ne suffisent pas. Vous vous rappelez, en début de vidéo, on disait que c'était la défense qui faisait gagner les matchs, les titres. Si ta défense, aussi bonne soit-elle, elle ne permet pas à ta team de faire ne serait-ce que les playoffs, ben désolé frérot, elle ne sert à rien. Voilà pourquoi il va falloir aussi mesurer l'impact collectif dans tout ça. Et ça commence à faire beaucoup. Je commence à me rendre compte dans l'histoire dans laquelle je me suis lancé. Entre les différences de postes, de rôles, d'époque, de palmarès individuel et de palmarès collectif, ça en fait des éléments qu'il va falloir prendre en compte. Et ouais, bienvenue dans la difficulté et la subjectivité des classements all-time. Du coup, pour commencer, pour parler des meilleurs défenseurs, il faut que je vous parle des intouchables, ceux qui, à mon sens, sont sans aucune discussion, ou presque, devant Rudy Gobert dans un tel classement. Le premier, à mon sens, c'est Bill Russell, l'homme que je considère comme le GOAT de la défense. 4 fois meilleur rebondeur de la ligue avec des moyennes incroyables, il évoluait à une époque où les contres et les interceptions n'étaient pas comptabilisés. Pas de bol, les stats ne vont pas beaucoup nous aider pour ce coup-ci. Par contre, la réputation qu'il avait, c'était d'être une véritable muraille, le seul joueur capable en NBA, à cette époque, de limiter Wilt Chamberlain. Bien sûr, il n'a jamais été Depoy, le trophée n'est apparu qu'en 1983, mais sa défense a tout de même permis aux Celtics de remporter pas moins de 11 titres, j'ai même pas assez de doigts pour vous montrer. Ouais bon, s'il vous plaît, on va éviter les blagues graveleuses sur le 11e doigt. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Bill Russell fait partie des plus grosses légendes de toute l'histoire de la NBA, tout ça alors qu'en carrière, il scorait à peine plus de 15 points par match. Et vous voulez savoir quoi? 5 fois, oui, 5 fois, il a été MVP de la NBA grâce à sa défense. Est-ce que c'est bon pour vous? Même si les images de l'époque sont rares, les témoignages, eux, sont nombreux. Visiblement, en plus, il était un leader incroyable, et en termes de greatness, pour moi, Bill Russell, défensivement, c'est obligatoirement le numéro 1. Jamais dans l'histoire, un joueur n'a autant dominé que lui, sur la durée, grâce à ses perfs défensives. En vrai, à ce débat, j'aurais pu également faire participer Wilt Chamberlain, qui apparemment, en défense, était trop bon, lui aussi. Sauf que, en son époque, dans ce secteur, il a complètement été éclipsé par Bill Russell. Donc Russell en 1, on passe à la suite, et juste derrière, je mets Hakeem Olajuwon. Excellent en attaque grâce à son Dream Shake, le pivot est pourtant avant tout un expert de la défense. Non seulement il a été 2 fois Depoy, 3 fois meilleur contreur et 2 fois meilleur rebondeur, mais en plus il a été 2 fois champion et 2 fois MVP des finales. Il était également un super défenseur off-ball qui anticipait parfaitement les trajectoires, lui qui a terminé des rencontres à 8 interceptions et des saisons à plus de 2 steals de moyenne par match, c'est ouf. Puis faut pas oublier qu'en carrière il est juste le plus gros contreur all-time, ça joue. Ok, les critères, il les remplit absolument tous, mais en plus de ça,
moi, l'impression visuelle, je m'en rappelle, elle était complètement démente quand on le voyait défendre sur le terrain. Très en avance sur son temps, il était non seulement long mais aussi très mobile. La sensation d'étouffement de l'attaquant quand il avait Olajuwon sur le dos était réelle. En fait, même en termes d'eye test, il coche toutes les cases. Il ne lui manque que 9 titres pour rivaliser avec Bill Russell. Bref, après les deux premiers, qui me semblent assez obvious, la suite de mon classement est plus floue. Mais devant Rudy Gobert, j'en mettrai encore deux autres, sûrs, pour compléter mon Mont Rushmore. Tim Duncan et Karim Abdul-Jabbar. Si Timmy a été utilisé une bonne partie de sa carrière comme un poste 4, il est cependant un pivot de formation, qui toujours a défendu comme un pivot mobile, qui pouvait aussi défendre sur des ailiers forts. Après, j'avoue, ça va peut-être vous faire bizarre que je le classe si haut alors qu'il n'a jamais été élu défenseur de l'année. Mais désolé, pour moi ça ne fait pas tout, ce n'est pas parce que plusieurs fois il a été snobé que je vais l'oublier. 5 fois champion NBA, 3 fois MVP des finales, 15 fois All Defensive en 19 saisons, son palmarès est incroyable. Le truc c'est que jamais il n'a été meilleur rebondeur ou meilleur contreur, c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été meilleur défenseur de l'année. Sauf que bon, très souvent il était quand même dans le top 3 avant de finir top 1 en playoff, lui qui a fait des campagnes à plus de 3 ou 4 contres de moyenne. J'ai l'impression que ça, on l'oublie un peu, mais en post-season, il en a éteint tellement des mecs le Timmy. Même pour chacun, c'était chaud d'aller lui scorer sur la tronche. Duncan était vraiment en place défensivement, et encore plus quand les playoffs arrivaient. Puis ce que j'aimais, c'est qu'il faisait ça sans jamais en faire trop, en étant toujours efficace, et en faisant ce qu'il fallait, quand il fallait. Tellement intelligent, tellement propre, tellement puissant, tellement fort. Non, désolé, je peux pas en faire plus, Tim Duncan est clairement dans mon top 4 des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et du coup, celui que j'ai du mal à classer un petit peu dans ce top 4, c'est Karim Abdul-Jabbar. Vu que j'étais trop jeune pour connaître son prime, j'ai quand même du mal à me rendre compte de l'aura médiatique qu'il y avait autour de lui dans les années 70 ou 80. Il est si long, si physique, si athlétique, et surtout si mobile et intelligent pour son temps. Et puis même si lui non plus n'a jamais remporté de DPOY, ça ne lui empêche pas également de posséder un palmarès défensif impressionnant. Troisième meilleur contreur all-time, il a été élu 11 fois dans les All Defensive Team, a terminé 4 fois meilleur contreur de la ligue, et une fois meilleur rebondeur. Ajoutons à ça qu'il est 6 fois champion et 2 fois MVP des finales, et ouais, ça en fait des lignes à son CV. Si Cage est avant tout reconnu pour son statut de deuxième meilleur scoreur all-time, et pour son skyhook, mettre de côté totalement sa défense serait quand même un vrai blasphème. Surtout que lui aussi, en playoff, il augmentait son niveau. 6 fois, il a terminé meilleur contreur de la post-season. Bah oui, c'est comme ça qu'on gagne des titres. Du coup, ouais, ça va paraître curieux pour certains, mais sur mon Mont Rushmore des meilleurs défenseurs all-time, je mets 2 joueurs qui n'ont jamais été DPOY, et ça, je l'assume complètement. Et j'assume aussi d'avoir pris 4 pivots. Par contre, ce n'est pas pour ça que d'autres joueurs qui, eux, évoluent à d'autres postes, ne viennent pas frapper à la porte. Pour moi, par exemple, Gary Payton, Sidney Moncrief, Scottie Pippen et Dennis Rodman sont les meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA à leur poste. Ça joue ça aussi. Mais désolé pour les raisons que j'expliquais en début de vidéo, pour moi, les joueurs qui ont un profil d'intérieur ont un vrai avantage pour faire partie de l'élite all-time de la défense. C'est pour ça que j'ai fait ces choix. Pourtant, en vrai, un Dennis Rodman, poste 4, aurait pu être un vrai candidat pour ce Mont Rushmore. 2 fois DPOY, 8 fois All Defensive, 7 fois meilleur rebondeur, 5 fois champion, le palmarès, aussi bien individuel que collectif, il l'a. Et en termes d'attitude sur le terrain, c'est pareil, il cochait toutes les cases avec son envie. Le truc, c'est qu'à côté de ça, il n'a jamais été un bon contreur. Jamais il n'a fini une saison à plus d'un bloc par match. Et ça, ne pas avoir ce côté gardien de but, je pense, dans ce débat, au vu de ce qu'on a évoqué plus tôt, ça peut peut-être avoir un côté rédhibitoire. Là, je me rends compte à quel point ça va être difficile de comparer Rudy Gobert à tous ces mecs du passé, et même du présent en fait. On le voit, des postes 4 comme Draymond Green ou comme Giannis Antetokounmpo peuvent rentrer dans le débat avec Rudy Gobert pour savoir qui est le meilleur défenseur actuel. Vraiment, il va falloir faire des choix forts pour établir ce classement. Surtout qu'en plus de ça, il y a aussi plusieurs joueurs qui ont été plusieurs fois meilleurs défenseurs de l'année dont il va falloir qu'on parle également. Seuls 4 dans l'histoire possèdent 3 trophées de DPOY ou plus. Tous sont des pivots, et Rudy Gobert en fait partie. Les deux avec le plus de distinction, c'est Ben Wallace et Dikembe Mutombo, 4 trophées chacun. Les deux, c'était des protecteurs de cercle ultimes, ils ont tous les deux fini des saisons comme meilleurs rebondeurs ou comme meilleurs contreurs, et tous les deux sont allés au moins à une reprise en finale NBA. Puis en plus, il faut le dire, ils avaient tellement la classe, Ben Wallace avec son afro, Mutombo avec son finger wag, qu'ils ont réussi à rendre ça cool de défendre aux yeux du grand public. C'est fort. Plus de DPOY que Rudy, de meilleurs résultats collectifs, une image médiatique qui n'est pas la même, notamment aux États-Unis, ça va être dur quand même de classer Gobert devant eux. Du moins pour le moment. Et en vrai, en attendant, je pense que plus ou moins, il peut être dans le même range que Dwight Howard, qui lui aussi a 3 DPOY. Et je vais vous le dire, peut-être même que je mettrai Dwight un petit peu devant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, 3 trophées de défenseur de l'année pour lui aussi, mais également une accession en finale avec Orlando, quand il était en plein prime. On peut également ajouter son titre de 2020, même si son rôle était moins important. Ou encore les 5 fois où Dwight a terminé meilleur contreur de la ligue, et les 3 fois où il a fini meilleur rebondeur. On l'oublie souvent, hein, mais pendant son passage à Orlando, pendant 8 ans, Howard, c'était un monstre. En comparaison, Gobert, lui, a été une fois meilleur rebondeur de la ligue et une fois meilleur contreur. La différence est réelle. Du coup, même si en fin de carrière, contrairement à Rudy, Dwight a eu du mal à s'adapter à la NBA qui switch partout, impossible, je pense, de classer aujourd'hui Howard derrière Gobert, au vu des faits qu'on a pu soulever. Déjà, tout ça, ça nous permet de déblayer un peu et d'avoir au moins un petit début de hiérarchie parmi les pivots. En fait, Rudy, si l'on reste chez les postes 5 et qu'on admet que les 7 que j'ai évoqués sont classés devant lui, je pense qu'il est dans le range juste après. Dans ce range, je mets par exemple
exemple Mark Eaton et Zo Morning, qui certes ont un deep-oil de moins, ont fait des parcours de playoff à peu près similaires pendant leur prime, si on accepte de mettre de côté le titre de Zo en 2006 à 35 ans, mais ont terminé plus de fois meilleur contreur de la ligue que Rudy. Et en fait, dans ce range, toujours parmi les intérieurs, j'en vois au moins 3 autres. Kevin Garnett, David Robinson et Anthony Davis. Bon, je le sais, Davis et Garnett sont plutôt des postes 4 de formation, mais comme Duncan, défensivement, ils ont tout du profil du poste 5 rim protector. Et là on y va, hein, il va falloir se lancer, il va falloir les départager tous ces gars. Kevin Garnett, tout au long de sa carrière, a pu transformer son jeu. D'excellent two-way player à Minnesota, il est devenu un expert de la défense à Boston, lui qui, évidemment, grâce à sa présence de ce côté-là du terrain, a été un maillon essentiel du titre de 2008. Ajoutons à ça qu'il a obtenu un deep-oil cette même année, 12 sélections all-defensive en carrière et 4 titres de meilleur rebondeur de la ligue. Il est aussi l'un des joueurs les plus énergiques de l'histoire, et on se rend compte que oui, le Big Ticket aussi coche quelques cases. Parlons également de son trash talk incessant, match après match, année après année, et bien sûr que défensivement, KG a marqué son époque, tout comme David Robinson d'ailleurs. 2 fois champion NBA, mais après ses 33 ans, il souffre peut-être un peu du fait que ces 2 titres soient plus les titres de Duncan, qui alors s'occupait de tout des 2 côtés du terrain que les siens. Ceci dit, avant l'arrivée de Timmy, il a été une fois deep-oil, 8 fois all-defensive, ainsi qu'une fois meilleur rebondeur et une autre fois meilleur contreur de la ligue. L'amiral aussi coche beaucoup de cases. Son physique hyper affûté, sa longueur, mais aussi ses qualités athlétiques, ont fait énormément de dégâts dans les raquettes NBA des années 90. Donc ces deux-là, ok, mais en vrai, comme je le disais, on peut également parler d'Anthony Davis. Même s'il n'a jamais été défenseur de l'année, il était le meilleur défenseur de l'équipe championne NBA de 2020. 3 fois, il a fini meilleur contreur de la ligue. 4 fois, il a été all-defensive. Et surtout, je trouve que le joueur possède des qualités qui correspondent pile à son époque. Plus mobile que Gobert, il affiche à première vue le mix parfait entre protection de cercle et polyvalence, qui correspond à l'ère moderne. Lui aussi, donc, dans notre bilan, est un candidat qu'il faudra forcément prendre en compte. Et justement, ce bilan, si on tente de le dresser, pour classer Rudy, on en est où? Déjà, on s'en rappelle. En tête, on a mon Mont Rushmore, les intouchables. Ok. Derrière, j'ai un groupe composé par les 2 recordmen des deep-oil, Ben Wallace et Dikembe Mutombo. Je disais aussi que pour des raisons de palmarès individuel et collectif, je classais également Dwight Howard devant Rudy. Au mieux, donc, le français est top 8. C'est à partir de là que tout est ouvert. Surtout que je pense qu'après ces 8 gars, il est temps de diversifier les postes un petit peu dans le top 10. Gary Payton, qui pour moi est le meilleur défenseur de l'histoire sur les arrières, et Scottie Pippen, qui à mon sens est le meilleur défenseur de l'histoire sur les ailiers, je ne me vois pas me passer d'eux dans mon top 10, et ce, même s'ils ne sont pas des contreurs. Payton a beau n'avoir qu'un seul titre à son compteur, remporté en 2006 avec Miami à 37 ans en plus, il a quand même à son actif quelques performances mémorables réalisées en finale NBA. Et puis Dennis Rodman, j'en parlais plus tôt, top 10 lui aussi, forcément. Pour moi, il est le joueur qui n'est pas pivot, qui tape peut-être le plus fort à la porte de ce Mont Rushmore. La seule chose qui lui manque en vrai, c'est la protection de cercle. Tout le reste, il l'a. Puissance 10 en plus. Et je ne parle même pas du rebond. Puissance 100 peut-être. Donc ouais, on s'en rend compte, hein, c'est dense. Rudy a beau avoir remporté 3 deep-oil, mes décisions le sortent déjà du top 10. Et en plus, il y a tout plein de gars encore à qui on doit le comparer. Et parmi eux, déjà, Sidney Moncrief, je le sors du débat. Pas assez de deep-oil, pas un profil de protecteur de cercle, pas assez de résultats collectifs, ça fait trop de red flag à mon sens. Puis des mecs comme Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James, même s'ils sont d'excellents défenseurs eux aussi, je veux bien les laisser de côté pour aujourd'hui si vous voulez bien. Non seulement on parle déjà bien assez d'eux dans les classements all-time, ils n'ont qu'un seul deep-oil à se partager à 3, et en plus de ça, aucun d'eux n'est un intérieur. En termes de palmarès également, j'ai plutôt tendance à mettre Rudy Gobert devant Alonzo Mourning et Mark Eaton, et ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair dès maintenant. Du coup, histoire de faire du tri encore, j'aimerais voir si Gobert est bel et bien le meilleur défenseur de la NBA à l'heure actuelle. Et là déjà, même si j'aime beaucoup des joueurs comme Kawhi Leonard avec ses 2 deep-oil, ou comme Anthony Davis, dont on a parlé plus tôt, la longévité leur fait défaut. Trop de blessures pour rivaliser avec Rudy. En ce moment donc, à mon sens, les 2 rivaux principaux de Rudy Gobert pour être nommés meilleurs défenseurs de l'ère actuelle se nomment Giannis Antetokounmpo et Draymond Green. Le premier est deep-oil 2020, champion NBA, 5 fois all-defensive, alors que le deuxième est deep-oil 2017, 4 fois champion NBA et 8 fois all-defensive. Draymond a même terminé meilleur intercepteur de la saison en 2017. Si l'on privilégie les titres, Green est devant. Si l'on privilégie les deep-oil, c'est Gobert qui est devant, et si on met en avant la polyvalence, difficile de ne pas dire que c'est Giannis Antetokounmpo le meilleur défenseur. Le truc c'est que Rudy encore une fois est un pivot. Il est aussi un meilleur rebondeur et un meilleur contreur que ses 2 concurrents directs, 2 des stats essentielles selon moi. Et quand on voit qu'à l'heure actuelle Gobert est le favori pour le deep-oil 2024, difficile de dire qu'il ne fait pas preuve d'une vraie longévité. Du coup vous l'avez compris, le meilleur défenseur de l'ère actuelle pour moi c'est Rudy, et ça écarte déjà pas mal de joueurs du classement et du débat. Du coup maintenant pour voir comment classer Gobert après le top 10, il va falloir voir comment hiérarchiser sa place avec des joueurs comme David Robinson et Kevin Garnett. Pour moi le principal avantage de Robinson c'est les titres, mais vu que ces années-là ce n'était pas lui le meilleur défenseur de son équipe, c'est difficile de leur donner beaucoup de valeur dans ce débat. Rudy Gobert a 2 deep-oil de plus et me semble être un meilleur protecteur de cercle que Robinson. Ça se discute, mais vu comment je trouve ce critère essentiel, dans ce débat, je mets Rudy, je pense, un poil au-dessus de l'amiral. Robinson est un meilleur attaquant que Gobert, Garnett aussi d'ailleurs, mais là on parle de défense. Et justement, KG, comment on va le classer défensivement? Eh bien j'ai envie de dire que malgré son rôle essentiel lors du titre des Celtics de 2008, et même si pendant toute sa carrière il a été un excellent défenseur, c'est surtout lors de son passage aux Celtics qu'il a atteint l'élite de l'élite. En gros, ça a duré 5-6 ans, avec des blessures en plus. C'est pas mal, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour réellement
vraiment marqué son époque. Maintenant, tous ces arguments se débattent, et si vous préférez mettre Garnett ou Robinson devant Gobert, je n'ai aucun problème avec ça. Néanmoins, je me dis que pour Gobert, qui appartient tout de même au club très fermé des joueurs qui ont remporté 3 Deep Boy ou plus, vu qu'ils ne sont que 4 dans l'histoire, une 11e place ne serait pas volée. Dans tous les cas, il est à mon sens dans le groupe de joueurs qui tapent très fort à la porte du top 10. Il est dans ce range avec des Alonzo Mourning, des Mark Eaton, des Kevin Garnett, des David Robinson, des Draymond Green, des Sidney Moncrief. Vous pouvez en rajouter d'autres si ça vous chante, et là-dedans, je pense, vous pouvez classer Rudy comme vous voulez, tout se défend. Mais la question, c'est est-ce que Gobert pourrait craquer le top 10 en fin de saison s'il remportait un 4ème Deep Boy? Eh bien, je suis même pas sûr que ça suffise. Ça pourrait discuter peut-être avec des Mutombo, des Dwight Howard et des Gary Payton, mais si le français veut faire la différence, ce n'est pas des Deep Boy qui lui manquent, c'est des titres, ou au moins des participations en finale. Jusque-là, il n'a jamais dépassé le 2e tour, et malgré son palmarès individuel, au vu de la concurrence et au vu des accomplissements collectifs de la concurrence, ça pourrait faire un peu tâche. C'est un peu le critère qui fait qu'on peut le bouger un petit peu de la 11ème à la 15ème place comme on veut, j'ai l'impression. Mais est-ce que déjà vous imaginez ce que ça veut dire pour Rudy Gobert être l'un des 20 meilleurs défenseurs de l'histoire de la ligue de basket la plus légendaire du monde? C'est carrément exceptionnel. Et puis, imaginez, donnez-lui ce 4ème Deep Boy et rêvons un peu. Donnons-lui un titre. Est-ce qu'avec ça, vous réalisez le bond exceptionnel qu'il peut faire dans ce classement? Ça ne reste que du what if, hein, ça n'a pas de valeur, mais c'est intéressant de voir qu'alors que sa carrière n'est pas encore finie, le français peut encore gravir des échelons. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous de ma théorie du début. J'expliquais que le sport de haut niveau était en constante évolution et que le level était sans arrêt en train d'augmenter. Si on suit la logique, ça voudrait dire qu'actuellement, on joue au meilleur niveau jamais vu en NBA. Alors être le meilleur défenseur de l'ère la plus moderne, qui est donc censé être la meilleure, ça veut dire quelque chose quand même, et Rudy peut prétendre à ce statut. Donc certes, Rudy n'est peut-être pas, ou pas encore, dans le top 10 des joueurs qui ont marqué le plus leur époque du point de vue défensif. Il n'est donc pas le greatest, le GOAT défensif, et je pense qu'il aura du mal à le devenir un jour. Ceci dit, malgré ça, pour conclure, ce que j'aimerais retenir, c'est qu'en termes d'outils, d'instinct, de mobilité, de longueur ou de qualité intrinsèque, Rudy Gobert est l'un des tout meilleurs défenseurs que l'on a jamais vu sur un terrain en NBA. Ouais, je le dis, j'ai pas peur, dans toute l'histoire. Et rien que ça en vrai, ce sera ma dernière phrase, ça reste tout de même un super accomplissement pour un joueur de basket français.